Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci d'avoir choisi cette émission et surtout merci de votre soutien absolu depuis des années. Je ne compte plus les années. De toute façon, je vais me faire virer tôt ou tard comme un certain nombre de maires. Mais pour l'instant, je suis encore là avec vous et merci de votre soutien. Alors, vous nous avez dit, on reveut de la politique et de la pure et dure. Eh ben, on vous a écouté et on a choisi le super gros mordant. Oh là. Yvon Paquit, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, c'est à moi de te remercier pour cette invitation. C'est avec plaisir parce que ça fait des années qu'on vous court après. Vous n'étiez pas prêt, vous étiez dans des trucs. Enfin bon, là c'est fini. C'est plus calme. Et on va donc pouvoir faire une espèce de bilan général d'une carrière politique exceptionnelle, dans l'ombre, en pleine lumière et sous les méga projecteurs depuis quelques mois. Alors, je dois quand même vous présenter, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ils ne me connaissent pas quitte, mais qui c'est qui a fait exactement ?» Alors, aujourd'hui, vous êtes encore pour quelques jours, président du conseil de surveillance du Centre hospitalier universitaire de Martinique, le CHUM, on va dire ça comme ça, voilà. L'hôpital. L'hôpital. OK. Vous êtes président de la fédération hospitalière, en lien avec ça. Voilà. Vous êtes président du Ségos. Alors, le Ségos, c'est on va dire, le comité. Ouais. C'est un peu le comité d'entreprise des hospitaliers. Exactement. C'est énorme. Tout à fait. Plusieurs milliers d'adhérents, on va dire ça comme ça. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous étiez conseiller municipal. Premier adjoint au maire. Et premier adjoint au maire. D'ailleurs, beaucoup de gens s'étaient dit, mais comment il n'y a pas qu'à tirer Paquit là, puisque Paquit en jet puis le PPM. Mais vous étiez premier adjoint du maire de Fort-de-France. Voilà. Il faut le rappeler. Aujourd'hui, vous n'êtes plus conseiller municipal et vous allez nous raconter tout ça. Alors, pour pimenter le truc, j'ai envie de rappeler que vous avez été secrétaire général du PPM. Alors, quand je dis ça, les gens disent, mais là, arrêtez, Paquit n'a jamais fait ça. Oui, vous étiez le secrétaire général du PPM et vous avez exercé le pouvoir à cette époque. Tout à fait. On va rappeler, d'ailleurs, ça ne vous a pas valu que des amis. Et jusqu'à maintenant, les trucs sont chauds. Bon, alors, ceci étant, vous étiez au cœur du pouvoir. Vous avez eu face à vous des ministres, vous avez eu face à vous toute la nomenclature politique martiniquaise, et vous étiez un des collaborateurs les plus proches d'Aimé Césaire. Il faut quand même le rappeler. Il faut le rappeler, tout à fait. Bon, ça fait quoi de ne plus avoir rien à faire ? Alors, il y a toujours beaucoup à faire. Oui, non, mais bon. Même si je ne suis plus élu, je suis encore dans le débat politique. En tout cas, je souhaiterais, n'est-ce pas, garder une place... De toute façon, avec cette émission-là, vous êtes sûr que dès demain, vous aurez des retombées de vos déclarations. En tout cas, on l'espère. Tout à fait, je n'ai rien à cacher. Mais en fait, c'était bien de rappeler que ma construction politique s'est faite aux côtés d'Aimé Césaire. Donc, j'ai été le secrétaire général alors qu'il était président du PPM. Il faut rappeler ça. Beaucoup de gens l'oublient. Quand j'ai été secrétaire général du PPM, c'est moi qui ai remplacé Camille Darcière quand il est parti, contre sa volonté, il faut le dire. Et j'étais présidé par Aimé Césaire et le docteur Aliker. Alors, non, ça a déjà commencé. En clair, à l'intérieur du PPM à cette époque-là, il y avait les pros Darcière et puis il y avait les pros Lise. Et vous faisiez partie des pros Lise. On peut dire ça en simplifiant un peu. Ouais. Mais bon, c'est la vérité. Oui, j'étais soutenu par lui. Ouais. Tout à fait. Et comme Serge Letchimy était pro-Darcière, avec Serge Letchimy, ça a mal commencé. Alors, pour rappeler les faits... Ce soir, allons dire la vérité. On va dire la vérité très clairement. Ouais. Camille Darcière, secrétaire général du PPM depuis au moins 30 ans, nous informe, nous étions jeunes à l'époque, et nous dit, bon voilà, je vais passer la main, donc le débat est ouvert. Sachant qu'à l'époque, au PPM, le débat était vraiment libre. Oui. Et donc, il n'a pas caché qu'il soutenait Serge Letchimy. Oui. Et normalement... Attention, allons apporter une précision. Il soutenait Serge Letchimy en vue du secrétariat général. Secrétaire général et de la mairie. De la mairie. Bon. C'est important de le préciser. Alors que, dans le microcosme, on disait, pas de souci, Claude Lise devrait être le futur maire de Fort-de-France. C'est ce qui se disait. À l'époque, c'était le plus populaire des élus martiniquais. Donc les gens étaient tout à fait légitimes à penser qu'il était le successeur naturel. Mais il faut rappeler
que Camille Darcieux nous dit, voilà, et le débat est ouvert, le débat est libre. Et je suis à l'époque, il faut le rappeler, conseiller municipal d'Aimé Césaire. Tout à fait. Ce qui ne me rajeunit pas. Mais j'étais très jeune à l'époque. C'est vous qui l'avez voulu. Et sachez que je voyais à l'IKEA tous les jours parce que nous construisions à l'époque l'usine d'incinération. Et nous étions 8 élus, dont 2 de Fort-de-France. Oui. Et par conséquent, officiellement, c'était la position de la science, il soutient la chimie, et je me présente en dissidence. Je présente ma candidature alors que... Alors, on va dire que c'était la première fois, mais ça n'a jamais arrêté. Vous êtes toujours... Vous êtes un empêcheur de tourner en rond. De manière quasiment systématique, vous êtes venu en dissidence empêcher la machine de fonctionner. Alors, pour empêcher la machine de fonctionner, pour faire en sorte que la machine fonctionne différemment. Et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je vous ai dit que j'ai travaillé en proximité avec Césaire. J'étais secrétaire général du PPM. Même si Darcieux avait quitté, j'étais en relation avec lui, avec Césaire. Ouais. Vous savez ce qu'il m'a dit, Césaire de sa bouche? Il m'a dit, écoute, Paquette, si un jour tu as à choisir entre tes convictions personnelles et les orientations de parti, aucune hésitation, choisis tes convictions. Et il m'a cité comme exemple, il m'a dit, c'est ainsi qu'en 1956, ouais, j'ai quitté le Parti communiste. Il m'a dit, retiens bien cette leçon. Les convictions politiques passent avant. Et il me disait, un parti, c'est un outil. C'est un outil au service d'une idée. Mais si tes convictions sont en contradiction avec la ligne de parti, n'hésite pas, maintiens tes convictions. C'est pour cette raison que, quand je me suis présenté au secrétaire général, ni Césaire, ni Aliker, ni Darcieux, personne ne m'a dit de ne pas retirer votre candidature. Voilà, j'ai vu Aliker la veille, ouais. On n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'était la règle à l'époque, la liberté d'expression, et il fallait être Pourquoi vous dites à l'époque? J'ai l'impression que ça a changé. Didier Laguerre ne va pas être content, mais c'est pas grave. Ah non, bien avant la guerre. Ah, bien, oui, non, mais bon. Depuis, mais lui, le problème, c'est que Didier Laguerre, il est président du PPM. Mais bon, on va parler du PPM tout à l'heure. Est-ce que je peux ajouter un petit point? Non, mais attendons, donnons le résultat quand même. Vous avez devancé largement tout le monde. J'ai eu Darcieux qui ne me soutenait pas. Juste après l'élection, j'ai gagné très largement. Oui, tout à fait. Il est venu me féliciter pour me dire, je reprends sa phrase, il n'est plus dans ce monde. Donc il me dit, écoute Yvan, tu as gagné, tu es souverain. Tu peux compter sur moi, je vais t'aider. Ah, et il l'a fait? Absolument. Ah ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, tout le monde... Sans problème, il m'a dit, c'est la démocratie, tu as gagné, tu es souverain. Et nous avons fonctionné en pleine intelligence pendant toute la durée. On va dire qu'à l'époque, il y avait encore des hommes d'honneur. Il n'y avait que ça. Bon, derrière, il y avait quelques affaires, mais bon, on ne va pas y revenir. Vous comprenez mon trouble de rester dans le mouvement d'aujourd'hui, oui. dans les valeurs fondamentales. Bon, on va dire que vous avez pris votre temps pour quitter le mouvement. Hein. Ah non, depuis 2017. Oui, mais bon, lentement, mais sûrement. Bon, alors pourquoi? J'ai quitté le mouvement, je ne voulais pas... Alors pour les gens qui viennent de prendre le mouvement en question, c'est le PPM. Le PPM. Ouais. Je n'ai pas fait de déclaration tonitruante parce que les gens auraient interprété ma décision comme une rupture avec le césarisme. Et je ne voulais pas exprimer ce qui pourrait apparaître comme une rupture avec le césarisme. D'ailleurs, je suis quand même resté au conseil municipal. Oui, tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. Vous allez nous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais on va remonter à l'origine de la césure, de cette cassure, dans quelques minutes. Alors, je rappelle que vous avez été secrétaire général du PPM, donc vous faites partie de ce que certains observateurs, discrètement, mais bon, moi je ne suis pas là pour la discrétion, appellent les 3 cavaliers de l'Apocalypse. Ah. Mais oui, vous êtes tous les 3 nés à Trenel, enfin, vous avez vécu à Trenel. Qui sont les 3? Attendez. Vous êtes... Parmi les 3, tout le monde n'est pas né à Trenel, mais en tout cas, vous avez vécu à Trenel tous les 3. Oui. Serge Letchimy, oui. Yvon Paquette, oui. Et le 3e? Je ne vois pas. Vous ne devinez pas qui? Non. Allez, il est conseiller municipal, il a été le patron du port, il a été le patron... Ah, François Audiard. Ah ben oui, comment vous pouvez l'oublier? Oui, non, mais il est tellement là-dedans que... Non, c'est un ami. Ça serait retenu contre vous. Ah, alors lui aussi, il semblerait qu'il ait pris un peu de recul par rapport au parti, etc. Parce qu'il a été victime, comme vous,
on va dire, des mêmes stratagèmes. Alors, les 3 cavaliers de l'Apocalypse partagent une enfance dans ce quartier fondateur de Fort-de-France et du PPM. Mais comment se fait-il que vous ne soyez plus potes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toujours pote avec François Audiard. Oui, bon. Ah non, François Audiard, il est pote avec tout le monde. Non, mais vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Serge Letchimy? Je pense que nous avons commencé le débat par ce point. C'est une supposition. Je présume que Serge Letchimy n'a jamais accepté la défaite que je lui ai infligée au secrétariat général du PPM. Ça ne peut pas partir que de là, ça ne peut pas être ça, c'est pas possible. Avant cela, nous n'avions pas de problème particulier, puisque nous avons même travaillé ensemble pour la rénovation du parti. Donc nos relations ont toujours été très bonnes. En fait, c'est tout simplement une divergence politique. Elle est idéologique, vous êtes sûr de ça? Je ne crois pas. C'est personnel. Ah! En tout cas, je n'ai pas de problème avec lui. Oui. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, vous l'aurez remarqué. Je suppose qu'il est moins que moi. Et depuis... Non, il vous en veut. C'est ce que les gens disent. Moi, j'en sais rien. Mais vous devez le savoir. Est-ce qu'il vous en veut? Je pense qu'il m'en veut, mais il ne le dit pas. Mais pour quelle raison il vous en voudrait? Ça ne remonte pas à Pierre-Pète les Oisillons. Je n'ai pas d'explication rationnelle, parce qu'on se parle, et il dit partout qu'il est très bien avec moi. Oui, mais vous étiez passablement énervé au moment de l'élection, de la dernière élection sénatoriale. Oui. Et vous étiez tellement énervé que vous avez un peu menacé, on va dire, l'entourage en disant « Attention, hein, il ne faut pas me chercher, parce que moi, j'ai des trucs. » Alors, j'ai des trucs, pas des trucs inavouables. Oui, mais bon, quand on dit ça, dans le microcosme politique, quand on dit ça, c'est qu'on est très énervé. On est arrivé au bout. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé au bout au point de menacer? Oh, je n'ai pas vraiment menacé. Oui, mais bon. Disons qu'en 2017, alors il faut dire les choses, nous sommes là. Il y a un historique. En 2017, j'étais encore membre du PPM, mais j'avais refusé de faire partie du comité national. Oui. Alors pour tout vous dire, parce que nous sommes là pour cacher. On est là pour ça. Un congrès du PPM, Johnny Ajar qui est candidat, et il vient me voir à 17h pour me dire, Yvon, je souhaiterais que tu sois sur ma liste, parce qu'il y avait une élection de liste. Attention, il faut rappeler que c'est dans le cadre de l'élection du secrétariat général. Dans le cadre de l'élection du secrétariat général du PPM, il y a plusieurs candidats. Il y a Raphaël Séminaud d'un côté, il y avait Dany Chomé qui était à l'époque au PPM, il y avait Johnny Ajar qui était le candidat de Serge Letchimy. Johnny Ajar se présentant au dernier moment. Au dernier moment. Il vient me voir en mairie à 17h, il me dit, Yvon, Serge, etc., on souhaiterait que tu sois sur notre liste. Alors je lui dis, écoute, Didier, je ne suis pas un... oui, pourquoi pas. Petit lapsus. Pas Didier. Johnny. Oui, bon, vous êtes toi. Quelle est la particularité? Qu'est-ce que tu mets en avant? Vous savez ce qu'il me répond? Ma liste, c'est pour défendre Serge Letchimy. Je dis, ce n'est pas dans mes convictions. Ah, vous aviez déjà un petit cochon avec Serge Letchimy. Non, ce n'est pas un petit cochon. Ce n'est pas possible, nous étions bien. Je lui ai dit, écoute, Johnny, il y a Raphaël Séminaud que je respecte. Il y a de l'autre côté Dany Chomé avec qui j'ai de bonnes relations. Et puis il y a Johnny Ajar aussi. Tu ne peux pas me dire de venir avec toi pour défendre Serge Letchimy. Je lui donne un conseil. Je lui dis, c'est pas bon de dire ça. Et pour te montrer que c'est pas bon, je ne viens pas. Et je préfère... Et j'étais déjà quand même élu municipal. Oui, tout à fait. Et je ne peux pas être sur une liste avec Didier Laguerre et tu me demandes de venir pour défendre Letchimy. Alors je lui dis, est-ce que Letchimy est attaqué par qui? Il m'a dit non, c'est pour les deux. Dans ce cas, je préfère ne pas être... Ça, c'est déjà un élément. Mais pas par... C'est sur le principe. C'est pas ce que j'avais connu auparavant. On ne vient pas dans une élection congrès pour défendre un homme. On vient pour défendre une idée, on vient pour défendre... Mais il a bien compris ça. Vous aviez des propos très durs à l'époque, quand il y a eu le combat, entre guillemets, pour le choix du futur maire, en 2000, on va dire en 99, 2000, 2001. Il y avait ce combat, cette lutte fratricide entre Claude Lise et Serge Letchimy. Vous aviez eu des propos durs à l'encontre de l'autre ligne, en soutien à Claude Lise. Vous parliez de démocratie, d'expression. En plus, vous avez été dur quand Claude Lise a dit « Bon, ça suffit, moi je me barre, je crée le RDM ».
Et vous avez dénoncé l'absence de démocratie dans le parti. Vous avez dit tout ça. Alors, Ça n'arrange pas les choses. Je ne me souviens pas. Moi, j'ai les écrits. Ah non, mais effectivement, je suis secrétaire général du PPM, ne l'oublions pas. Ouais. À une époque où il y avait beaucoup de personnalités fortes. Darcière, Lise, Désiré, Delépine. Il fallait gérer tout ça, moi, j'étais secrétaire général. Et chacun avait des positions différentes, mais ils se respectaient. Mais qu'il publiait. Et ils se respectaient. Oui, il se respectait peut-être, mais ils publiaient. Mais quand c'était dans Antilla, quand c'était dans le Progressiste, quand c'était sur les réseaux, parce qu'il y avait déjà des réseaux à l'époque, ça publiait sévèrement avec des fax qu'on recevait, c'était pas possible. Mais pas vous surprendre en vous disant, Césaire disait que c'est ce qui fait la vie de parti. Il faut que les gens s'expriment. Ouais. J'étais secrétaire général, je le voyais, je lui faisais des... Mais il dit, mais c'est très bien, il faut que les gens s'expriment. Il faut que les oppositions s'expriment. C'était ça la philosophie du... Bon. Alors, allons... Pour répondre très clairement à la question, je viens le voir en 2000, un an avant l'élection. Vous parlez de Césaire. Il est président du parti. Oui. Il me dit, bon, écoute, Paquite, cette fois-ci, je ne vais pas me représenter. Donc, il faut organiser la succession. Il faut organiser la succession de manière démocratique. Comme ça, il me dit ça. Donc, je viens le voir pour lui dire, mais il ne prend pas position pour personne. Il dit qu'il n'y a pas de dauphin. Les dauphins, ça s'échoue sur la plage. Alors, je vais voir à l'Iker, ça c'est pour l'anecdote. Ouais. Et je dis à l'Iker, bon, finalement, Césaire ne va pas se représenter. Mais bon, parce qu'il ne faut pas que moi fasse le coup de 95. Sinon, moi, je ne marcherai pas. Ouais. Voilà. Donc, c'était une liberté de parole. Et puis voilà, donc j'ai discuté avec Césaire, je vais donner un scoop. Pourquoi je n'ai jamais été candidat à la mairie de Fort-de-France, ni comme conseiller municipal, ni comme adjoint, ni comme maire. J'avais discuté avec Césaire, Darcière me l'a rappelé, il m'a dit, écoute Paquette, vous êtes des jeunes là, il faut répartir les tâches. Je pense que, compte tenu de ta structure mentale, je te vois davantage dans les débats parlementaires. Non. C'est de là que ça vient, en fait. Cette obsession pour la sénatoriale. Oui. Ouais. Donc, je n'ai jamais été. Et puis, il me disait dans la même phrase, Serge Chimi qui était très sur le terrain, la CEMAF, il était dans tous les quartiers. Il m'a dit, je pense que son profil correspond à la fonction de maire et ta structure mentale. Et puis, c'est tout. Alors, le débat était clos. Vous avez considéré ça comme une promesse? Pas comme une promesse, comme une indication. Oui, mais cette indication a été trahie. Par l'autre parti. Non, mais c'est clair. On va clore le chapitre, mais je vais clôturer le chapitre. Non, attendez, c'est moi qui le conclue. C'est moi qui le conclue. Attendez. On est bien d'accord que vous avez fait une première tentative que vous pensiez très naturelle de candidature au sénatorial. Voilà. Okay, et vous aviez des soutiens à l'intérieur du parti. Et vous vous dites, comme les grands m'ont dit que sénateur, ce serait pas mal, je me présente. Et là, vous faites trahir. Et vous vous faites trahir une deuxième fois quand vous dites, mais écoutez, bon, pas la première fois, mais Et là, vous passez outre, vous maintenez votre candidature. Et tout ça, ça ne fait pas, c'est mettre de l'huile sur le feu. Et tout ça, c'est ça qui m'a inspiré. N'oubliez pas qu'en 2003, quand Darcière arrête de se présenter aux législatives à Fort-de-France, la circonscription, c'était une moitié de Fort-de-France, et tout le Lamentin. Je ne suis même pas là. On m'a désigné comme candidat sans que je fasse acte de candidature. On me téléphone pour me dire, écoute, tu es candidat. Dans un parti démocratique, mais, non, mais il y a eu un vote. Oui. Je n'étais pas là. Mais, théoriquement, on est comment dirais-je, candidat si on a candidaté. Vous n'avez même pas candidaté. Mais il y a des amis qui ont considéré comme mon profil. Et donc, c'était Madeleine de Gomaison qui était candidate. Ouais. Tu te souviens qu'elle n'avait pas pris. Tout à fait. Donc, je n'étais pas là. Et puis, on m'a dit, c'est toi qui as été désigné. C'était une élection partielle. C'était 10 jours de campagne. Oui, parce que Samo avait eu des petits soucis. Voilà. Pour bien vous montrer que le parti, à l'époque, considérait que mon profil correspondait davantage. Donc, je n'ai jamais été... D'ailleurs, il faut le rappeler, j'étais secrétaire général. J'ai fait savoir à la chimie que je ne serais pas candidat au municipal et que s'il le faut, je le soutiendrai. Ah, vous ne saviez pas ça. S'il le faut. S'il le faut, s'il me le demande. Non, mais les gens pensaient que, comme je l'ai battu au secrétaire général, que j'étais candidat. Naturellement. Je l'ai fait savoir par des personnes très proches, pour tout vous dire, son frère.
J'ai appelé son frère. Vous avez l'habitude de communiquer avec le frère, hein? Non, mais on a fait le lycée ensemble. Donc vous êtes amis, On est amis, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas candidat à la mairie, je suis secrétaire général. Donc je sais que c'est lui qui... C'est ce qu'il vise. Ouais. Donc moi, je ne vais pas... Donc qu'il soit tranquille. Pour vous dire que les gens qui disent qu'il était candidat, c'est parce que... C'est même sorti à l'audience là. Il n'est pas content parce que... On va parler de l'audience, justement. Je n'étais pas intéressé. Pourquoi Serge Letchimy et d'autres se sont-ils opposés à votre candidature en tant que sénateur? C'est clair. Vous connaissez la raison. Vous savez, dans les partis politiques, et lui en particulier, on coupe toutes les têtes qui dépassent. Non. Si. Ah non. Vous n'allez pas me faire croire ça. Dany Chomé, la maire actuelle des Trois-Îlets, il y a plein de jeunes qui vraiment étaient solides au PPM. Ils sont tous partis. Vous parlez de Lordino, par exemple. Lordino. Éric Copette. Tous. Éliminés. Éliminés, pourquoi? Parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure, la nécessité d'avoir un débat ouvert avec des gens qui s'expriment librement, eh bien, il y a eu un changement d'air et de pratique. Il ne fallait pas avoir d'opposition. Mais pour quelle raison? Pour contrôler le pouvoir seul. Ça se fait... Et vous pensez que Serge Letchimy, en raison de déclarations comme celle-là, qui ne sont pas nouvelles, va vous aimer? Il ne va pas vous aimer. Mais je ne souhaite pas qu'il m'aime. Et puis de toute façon, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour l'aimer. Mais il n'y a aucune raison. Je me présente au sénatorial en 2017. Et je le fais savoir. Mais pour tout le monde, c'était un peu naturel. Ouais. Parce que j'avais déjà été auparavant candidat aux législatives sans être candidat. Tout à fait. Vous savez comment ça s'est passé? Je le dis publiquement aujourd'hui. Vous parliez de menaces. Le vote au comité national où j'étais absent, ça a été truqué. Ah non. Donc vous n'êtes pas le seul à dire que ça a été truqué, parce qu'il semblerait que... C'était égalité de voix Ouais. entre Catherine Cocon et moi-même. Égalité de voix. Serge Letchimy a dit, j'ai une procuration, et je le mets, comme ça. La procuration ne l'avait pas. Si j'avais donné ça publiquement, et il m'entend aujourd'hui. Il va vous entendre là, il va pas être très content. Hein. Je n'ai jamais exprimé ça publiquement. Ouais. Donc je leur dis, attention, ça a été truqué. Donc normalement... Mais pourquoi vous ne mettez pas vos menaces à exécution? Pourquoi? Parce que je ne veux pas affaiblir un groupe. Dire ça affaiblit le groupe. On ne tire pas sur l'ambulance, en fait. On ne tire pas sur l'ambulance. Et puis, je vous ai dit, je suis très fortement attaché au PPM. Il y a une pancarte qui est inscrite, je ne sais pas si on l'a enlevée, au siège du PPM. Césaire qui avait fait mettre ça, elle a dit, le PPM, c'est l'outil du peuple martiniquais. Il ne faut pas l'ébrécher. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas l'ébrécher. Quoi qu'il arrive. Bien sûr, vous partez si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut tirer sur des hommes. Parce qu'il dit, au-delà des hommes, s'il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi, sans animosité, mais il ne faut pas affaiblir l'outil du peuple. Il n'a pas dit l'outil du PPM, l'outil du peuple martiniquais. Il ne faut pas l'ébrécher, il ne faut pas l'abîmer. Avec vos déclarations de ce soir, vous tirez à vue sur tout ce qui bouge, là. Mais vous avez bien vu que j'ai pris mon temps. Oui. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, je vais terminer, quand on va terminer l'émission, j'ai des suggestions à faire pour remettre sur pied. On va en parler. Remettre sur pied. Vous n'êtes pas candidat au poste de secrétaire général. Parce que je me suis laissé dire qu'il n'y avait plus de secrétaire général du PPM. Oui. Vous vous rendez compte? Alors, ce poste-là n'existe plus. Ça existe. C'est Alain Alfred, le dernier secrétaire général qui a été élu par un congrès. Ouais. Il a été mis de côté, alors que ça ne devrait pas se faire. Si j'avais été là, on aurait dit que je suis un empêcheur de tournant. Ah bah, ça, vous l'êtes, hein, ça c'est clair. Tu as été élu par un congrès, tu dois être démis par un congrès. On n'a pas à te mettre de côté. Il semblerait qu'il ait été remplacé par une espèce de groupe. Il y a un groupe là, on l'a mis de côté, je ne trouve pas ça démocratique. Je ne trouve pas ça démocratique. En fait, vous n'allez pas partir en vacances avec les membres du PPM, ça c'est clair. Et... En cela étant, c'est le moment de dire que j'ai énormément d'amis dans les militants du PPM, même au niveau du groupe. Tous sont mes amis, que ce soit Sémino, tous. Je n'ai pas de problème avec les militants du PPM. Je leur dis, il ne faut pas accepter n'importe quelle gouvernance. Il ne faut pas accepter. C'est en se vassalisant qu'on crée. Alors, il y a des gens qui sont particulièrement pessimistes et, à mon avis, de mauvaise foi, qui disent, de toute façon, le PPM est mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Que le PPM meurt, ce n'est pas ça le problème. Il faut tout carrément. Non, ce n'est pas un problème que le PPM meurt. Les mêmes militants qui sont là,
Vous savez, les partis meurent et sont remplacés, ça change de nom. Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce que je répète. Le débat ouvert, la transparence, on ne travaille pas. Il y avait une formule qu'on utilisait souvent au PPM. On vient pour servir ou pas pour se servir. Très bien. Celle-là, elle a fait florès. Voilà. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans toutes les campagnes électorales, elle est là. Non, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ah oui, Donc, vous êtes hyper sévère, là. Très sévère. Enfin, pas très sévère. Je suis optimiste. Le PPM aujourd'hui est en difficulté. Mais il y a une masse de militants qui ont de la bonne... Il y a beaucoup de jeunes, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Ouais. Je souhaite qu'ils réussissent en revenant sur les fondamentaux du parti. À l'époque, il y avait de la formation de le parti, formation aux institutions, formation au césarisme. Il faut revenir à ça. Et puis, quitte à ce que ça change de nom. Mais il ne faut pas... Tout ça, c'est le césarisme. Ah oui. Il ne faut pas... J'ai dit une fois que le césarisme, c'est un élément clé du patrimoine politique martiniquais. On va s'arrêter sur cette phrase-là et on va continuer dans la seconde partie de l'émission. Allez boire un petit peu d'eau, parce que, à mon avis, dans la deuxième partie, ça va être encore plus sévère. À tout de suite. Je n'ai pas été très sévère. Bon, j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions de cette première partie. Ne vous inquiétez pas, ça va être pire dans la seconde partie, parce que notre invité, Yvon Paquit, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà bien parti. A décidé ce soir de dire ce qu'il n'a pas dit pendant des décennies. Et on va creuser un peu tout ça parce qu'il s'agit de repartir sur de bons pieds. Mais oui. Alors, on va laisser le PPM de côté un petit peu, mais pas totalement, puisqu'on va parler de l'affaire de la retraite entre guillemets illégale. Il y a un certain nombre de commentateurs qui jugent la retraite illégale. De Serge Letchimy. En tout cas, ça vous a valu, vous, Monsieur Paquit, d'être mis en examen. Non. Oui, pas mis en examen. Allons simplifier pour les gens. En tout cas, vous êtes mis en cause dans un premier procès, au bout duquel vous avez été relaxé. Et, aux grandes surprises, le parquet national financier, on va dire le parquet, a fait appel de cette relaxe. Et vous êtes à nouveau prévenu. Et vous serez jugé à nouveau, en fait, dans... Avec d'autres. Attendez. Vous voulez pas laisser vos petits camarades au chemin. Dans moins d'un an, on va dire ça comme ça. Alors, le moins d'un an, là... moins d'un an. Ah oui, moins d'un an, ça, vous avez l'air de le découvrir. Mais oui. Théoriquement, c'est dans moins d'un an. Ça a son importance sur, on va dire, les échéances électorales. Alors... Effectivement, vous avez raison, vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire, et il y a l'ancien directeur général des services de la ville de Fort-de-France, M. Bunot, il y a le maire actuel, toujours, réélu, brillamment, M. Didier Laguerre, et Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM. Je me souviens d'un article probablement de Martinique la Première, où la journaliste dit, c'est pas les termes exacts, mais grosso modo, l'idée c'est Yvon Paquit a ruiné la thèse des défenseurs de Serge Letchimy. Ah. Vous vous rappelez de ça? Oui, vous avez dit, ah non. Je vous imite mal, mais bon, c'était ça. Ah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai été... grosso modo, couillonné. On est venu, on m'a apporté un papier qui était fermé. On m'a dit, bon, Yvon, signe ça parce qu'il y a une urgence. Bon, j'ai signé, mais sans grande conviction. Et grosso modo, je ne savais même pas ce que c'était. Par contre, on m'a demandé la plus grande discrétion. Yvon Paquit, ce soir, vous êtes devant plus de 85 000 personnes. C'est quoi la vérité? C'est ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai dit. De toute façon, c'est public. Il vaut mieux... Non, mais comme ça s'est tenu en salle d'audience et qu'on n'était pas là, il vaut mieux que vous puissiez nous le dire là pour savoir si vous avez vraiment dit ça. J'ai vraiment dit, c'est une affaire qui avait commencé depuis 3 ans, 2022 jusqu'à 2025, 3 ans. J'avais été convoqué par la CRPJ et puis terminé. Et je reçois une convocation pratiquement 1 mois avant l'audience. Pas d'avocat, rien du tout. Alors que les autres avaient leur avocat depuis déjà 3 ans. Vous avez été convoqué par le CRPJ une fois? Une fois, une seule fois. Ouais. Et je n'ai pas ça a dû durer longtemps. Ah oui, quand on vous convoque comme ça, c'est toute la matinée. Ouais. Et ils ont compris les choses. Et donc, Enfin, ils les ont compris peut-être à l'envers, parce que finalement, vous avez été quand même convoqué. Parce que je présume que vous avez dit, moi, j'ai rien à faire dans cette histoire. D'entrée de jeu. Oui.
Donc, un mois avant, on me convoque. Alors, j'ai même mis le parquet financier en difficulté. Dans la convocation que je reçois, il est écrit « Vous êtes convoqué parce que vous avez signé le premier mandat ». Il y en avait 3. Ouais. Vous avez signé le premier mandat. Vous avez signé les pièces justificatives. Donc, c'est pour cette raison que vous êtes convaincu d'avoir tenté de détourner des fonds. Ouais. Tenté. Il m'a dit, si ça n'a pas marché, c'est parce que le comptable l'a rejeté. Alors, j'étais très à l'aise. J'ai mis tout le monde en difficulté. J'ai dit au juge, je vous mets au défi de me montrer un mandat revêtu de ma signature. Branle-bas de combat. Ils cherchaient et ils ne trouvaient aucun mandat signé de mon nom. Mais qu'est-ce que vous avez signé finalement? Parce que vous avez dit, Alors, moi j'ai signé une feuille qui était pliée. Alors, ce que je dis, une décision municipale qui est opposable au tiers, notamment en matière de... C'est un arrêté. D'accord. L'arrêté de réintégration de Serge Letchimy, ça a été pris par le maire, je ne pourrais pas prendre cet arrêté, c'est évident. Le 31 décembre 2015, le maire prend un arrêté pour le réintégrer, parce que Letchimy a demandé de faire valoir ses droits à la retraite. Le 1er février 2016, un autre arrêté du maire pour que Serge Letchimy bénéficie de tous ses droits à la retraite, etc. Écoutez-moi bien, janvier, février, mars, comme il a été réintégré, il perçoit son salaire. C'est ce qu'on le reproche. À quel moment j'interviens dans le dossier? 3 mois après, un dossier qui est géré janvier, février, mars, mon avocat dit, mais ils ne vont pas quitter intervenu pendant 30 secondes dans ce dossier. Le 31 mars, exactement, le directeur général vient me voir avec un document plié. Il m'a dit, bon, signe ça pour moi parce que Letchimy doit partir à la retraite dans 2 jours. Est-ce que vous pensez que c'est... Le maire était où? Le maire, je ne sais pas où il était. Il ne pouvait pas signer, lui. Je me pose la question. Non, mais attendez, pour qu'on explique aux gens, vous signez parce que vous êtes le premier adjoint, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez remplacer le maire. Je peux remplacer le maire à tout moment. Oui. Ce n'est pas nécessairement qu'il soit à Paris. Hein. Oui. La loi dit dès qu'il est empêché, il est aux toilettes, je peux signer. Ouais. Parce que j'ai une délégation on va totale. retenir cette image-là, Paquette. Je sens qu'on va la retenir. Non, mais donc, Oui. un directeur général vient vous voir avec un document plié. J'ai fait le geste à l'audience. Hein. Il m'a dit, bon, tu me signes ça. Pourquoi? Parce qu'il part à la retraite dans 2 jours. Est-ce que ça... vous étiez quand même au courant du contenu. Oui, il me l'a dit. Oui. Il m'a dit... Il ne vous a pas caché, parce qu'on a tous retenu que, grosso modo, vous ne saviez pas ce qu'il y avait à l'intérieur du document. Non, il m'a dit, il est dans les services. Il a dit, bon, il est dans les services depuis 3 mois, il part à la retraite là, le maire l'a mis à la retraite, donc il faut signer. Qu'est-ce que je signe? Qu'est-ce que vous signez? C'est ça l'important. Ce n'est pas un arrêté, ce n'est pas un mandat. Je signe un ordre pour demander au service de calculer ses droits. D'accord. En Les fait, avocats disent... La mise en paiement. La mise en paiement, j'ai dit calculer ses droits, comme le maire a décidé qu'il doit partir à la retraite, calculer ses droits. Donc, écoutez-moi bien, c'était important. Attendez, Yvon Paquette. C'est un piège ou pas? Vous savez qui m'a posé la question? Quand j'ai raconté ça, le premier président du tribunal, il m'a dit, mais monsieur Paquette, arrêtez. Il fait venir Max Binois à la barre. Il dit, écartez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit monsieur Paquette? Il était très embêté. Alors, il dit revenez là-bas, il me pose la question, mais tel que vous nous présentez la chose, est-ce qu'on peut considérer qu'on vous a piégé? Je vous pose la même question. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je ne vais pas jusque-là. J'ai rappelé des faits, c'est à vous de les qualifier. J'ai dit Max Binois, j'ai toujours considéré que c'était quelqu'un d'honnête et de sérieux. Mais ça vous a étonné qu'on vous mette dans le bain? Après coup. Oui. Après coup. Oui, pas sur le moment. C'est quand le SRPJ m'a convoqué. Vous savez pourquoi j'ai dit que le SRPJ m'a convoqué? La première chose, ce que je dis à l'audience, c'est là, tout le monde est en difficulté. Je dis, mettez-moi un mandat à signer de Paquette. Tout le monde est en difficulté. J'ai dit, quand j'ai été convoqué par le SRPJ en 2022, il y a 3 ans, la première chose que l'enquêteur m'a dit, écoutez, monsieur, on a reçu le premier mandat n'était ni daté ni signé, donc je sais que je n'ai pas signé. Donc je laisse parler. On fait circuler le bruit partout, c'est pas qui a signé, Enfin, vous n'avez jamais signé un mandat? Jamais signé de mandat. Jamais signé de justificatif. C'est pour cette raison qu'il n'y avait pratiquement rien contre moi. Mais, M. Paquette, alors, il faut dire ce que j'ai signé. J'ai signé un ordre au service pour mettre en œuvre une décision antérieure. Vous savez ce que ça s'appelle en droit? Un document subséquent qui découle d'une décision antérieure. Prise antérieurement. Mais ça, on l'a noté. Simplement. Je ne sais pas si la population avait compris ça. Oui. Parce que vous avez dit devant nous ce que vous avez dit au tribunal. Bon, et comme on n'était pas au tribunal,
Puisqu'on a des gens qu'on envoie, mais bon, on n'a pas ce détail-là. D'accord. Là, on l'a, très précisément. Ouais. C'est le juge qui m'a dit, est-ce qu'on vous a piégé ? En tout cas, c'est votre version. C'est votre version. Les autres, ils ont notre version. Mais c'est pas grave. Ah non, ils n'ont pas contesté ça. Oui, non, mais bon, on les a pas entendus. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça est confiné à une salle d'audience. D'accord. Là, vous êtes le premier. On va tous les recevoir à dire, ben, écoutez, voilà ce qui s'est passé. En tout cas, ça, c'est votre version. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est, ils vont pas quitter. Quand vous découvrez ça, parce que vous apprenez que Serge Letchimy est dans les services, hein, si j'ai bien compris. Ouais, j'apprends. Okay. Quand vous découvrez ça, il n'y a pas un moment où vous dites, parce que vous êtes un connaisseur parfaitement informé de la chose publique, de la réglementation, puisque vous vouliez être parlementaire. Vous connaissez la loi. Tout à fait. À aucun moment vous vous dites, il y a peut-être un souci ? Alors, le directeur général, c'est un spécialiste des ressources humaines. Max Bino, il donne même des formations au centre de gestion sur la gestion des ressources humaines. Et c'est un gars honnête, on fonctionne en confiance. Comment voulez-vous qu'un élu que je suis aille contrôler tous les documents comme à sa signature ? Il vient me voir lui-même, mais ce n'est pas par personne interposée. Ouais. Il me dit, aucun problème, c'est réglé, je viens... Non, mais c'est pas ça la question. Ma question, c'est... Je n'ai pas eu de doute. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas eu de doute. Ouais. Je vous dis, là, je vais le dire, c'est un scoop. Je n'ai pas eu de doute pour la simple raison qu'on peut réintégrer quelqu'un. Quand Odyssey a été passé à la CACEM, j'ai pratiqué ça. Tous les agents de la régie de Fort-de-France, le jour même, ont été transférés à la CACEM, le jour même transférés à Odyssey. Non, c'est pas ça ma question. Donc, j'avais dit que les deux statuts peuvent être traités le jour même. Ils pouvaient rentrer le 1er janvier et repartir le 1er janvier. Alors, mais le fondement de l'attaque contre Serge Letchimy, Oui. parce que c'est lui la principale victime, entre guillemets, selon ses dires. Bon, c'est le fait qu'il soit député. Oui. À aucun moment vous nous êtes posé la question de savoir si un député pouvait légalement toucher une retraite. Si, j'aurais pu me poser la question, mais j'ai devant moi un directeur général des services qui me dit c'est légal, et il me dit c'est traité avec le maire. Ouais. Il y a un arrêté du maire qui décide. Je vais contester l'arrêté du maire. Je vais dire... Non, mais il faut ça, c'est pas dans vos habitudes. Non, mais c'est important. Oui. Le 1er février, le maire a signé un arrêté pour que Serge Letchimy fasse valoir ses droits à la retraite avec tout ce qui va avec. Ouais. Il vient me voir avec ça, je vais dire ou non. Donc, en clair, vous êtes en train de nous dire que à la fois le directeur général des services et le maire ont fait ça en parfaite connaissance de cause. Il est venu me voir, je ne pense pas qu'il ait cherché à me tromper. Peut-être qu'il s'est trompé lui-même. Qu'il s'est trompé lui-même. Ouais. Mais moi, je lui ai fait confiance. Parce que le cœur de l'affaire, ça reste en fait la fonction du député par rapport à la retraite. Bon. D'ailleurs, je me suis fâché après. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas utilisé le mot piégé au tribunal pour ne pas faire de difficulté, mais je n'en pense pas moins. Ce soir, vous êtes en train de nous dire, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, donc là, vous y répondez, vous dites, là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Complètement. Mais je n'ai pas utilisé cet argument. Mais je l'ai fait savoir aux autres en privé. Attendez, vous savez qu'il y aura un nouveau procès. Donc là, vous allez le dire, là. Je vais répéter ce que j'ai dit en première instance. Non, mais c'est évident. Oui, mais vous sortir cette émission en disant, monsieur Bakit, vous avez dit dans Politiquement Incorrect que vous vous êtes fait avoir. Non, mais c'est évident. Le juge même a considéré que je me suis fait avoir. Ouais, je n'ai pas dit... Il m'a dit, est-ce que je dois considérer qu'on vous a piégé ? Vous n'avez pas répondu oui. Par correction. Ouais. Je ne voulais pas charger Max Bino. Mais là, la correction, vous l'avez fait voler en éclats et vous nous dites très clairement que vous vous êtes fait avoir. Alors, on va changer de sujet parce qu'on ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Il y a un élément... Oh, je me suis fait avoir. Non, je ne dirais pas ça parce que ce qu'on m'a fait signer n'était pas véritablement l'acte essentiel. L'acte essentiel, c'est l'arrêté. Oui. C'est ça. Mais on vous avait fait signer quelque chose. Et puis, de toute façon... Qui n'engageait pas la mairie. Alors, quand j'ai lu les attendus, je me suis rendu compte que cette histoire de 2 jours, il part dans 2 jours, en fait, ça pouvait attendre. Hein. Vous auriez très bien pu ne pas signer. Je préfère que vous le... Le 31 mars, vous venez me voir un dossier qui a été traité pendant 90 jours. Oui. Et le 31 mars, vous venez me voir pour le mettre à la retraite le lendemain. Vous voyez mieux que ça ne tient pas debout. Ouais, bon. Une fois que je rappelle les faits, la conclusion est évidente. Hein. Oui, mais la conclusion, vous ne l'exprimez pas. Mais bon, on a compris. Non, mais comme on est dans une affaire de justice... Oui, mais bon, on a compris. Il y a quelque chose une épine dans le pied, vous concernant, alors pas directement, bien évidemment, c'est l'affaire SMTVD. Alors, il y a des gens qui vous reprochent, à l'époque, quand vous étiez chez Odyssey,
d'avoir exfiltré votre épouse du SMTVD et de l'avoir fait embaucher à Odyssey. Vous avez déjà été attaqué sur ça. Il est temps, parce que l'affaire SMTVD prospère, et je le répète, vous n'avez rien à voir dans l'histoire, mais il y a des gens qui en profitent pour tout mélanger. Okay? Alors, est-ce que là, vous êtes devant des dizaines de milliers de personnes, est-ce que vous pouvez éclaircir ça? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous étiez au courant de cette espèce de scandale monumental qui existait au SMTVD? Alors, la réponse à la deuxième question, très clairement, non. C'est pas possible. Attendez. J'ai eu des informations venant de l'extérieur, me disant fais attention, etc. Ouais. J'étais premier vice-président. On m'a alerté, on m'a dit fais attention parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous étiez au cœur du système. Vous savez ce que j'ai fait? Oui. Au bout de 2 ans, un mandat, c'est 6 ans. Ça a commencé en 2014. Ouais. En 2016, comme on a attiré mon attention sur les risques, j'ai déserté. Quand vous dites que vous avez déserté... Je ne mettais plus les pieds. Vous n'avez pas démissionné. Mais je n'avais pas d'éléments concrets. Mais vous savez qu'en tant que premier vice-président, vous avez une responsabilité pénale. Mais si le président est empêché, c'est vous. Mais écoutez-moi bien. Est-ce que en fait, vous auriez pu être un lanceur d'alerte à l'époque parce que vous étiez informé de ce qui n'allait pas? Non. Non? Non, je vous dis. On me disait de faire attention. Oui. D'ailleurs, mais il y a un fournisseur, pour vous dire ce qui a attiré mon attention, il y a un fournisseur à l'extérieur qui me connaît, qui m'a appelé, il m'a dit attention Yvon, il y a des choses pas nettes. J'ai été rejeté pour toutes les raisons. Il n'a pas pu me fournir des preuves. Mais j'ai senti que les choses... Et puis j'ai cessé d'y aller, mais je n'avais pas d'éléments. D'ailleurs, écoutez-moi bien. Quand est-ce que vous avez été conscient que ça n'allait pas du tout? 2 ans après. 2018. Ans après, 2008, j'ai fait savoir au maire de Fort-de-France, je lui ai dit, je ne suis pas en confiance. Ouais. Fais attention. Tiens, on dit les chimies. J'ai fait monter l'information là. Il dit, faites attention, je n'ai pas d'éléments, mais je ne suis pas en confiance. Donc je n'y vais pas. Ouais. Mais je ne vais pas porter plainte ni faire des déclarations. Non, mais la chimie n'était pas là. Non, mais écoutez, vous savez très bien qu'il était très bien avec le président de l'époque. Alors j'attire l'attention, je leur dis, faites attention, les choses ne me semblent pas nettes, mais je n'ai pas d'éléments. Ouais. Donc je ne mets plus les pieds. Écoutez-moi bien, je vais jusqu'au bout. Parce que vous n'avez pas parlé de mon épouse. Mon épouse travaillait au SMDVD. Ouais. Vous savez qui était directeur du SMDVD? Jude Christine. Il part pourquoi? Il n'est pas en confiance. Ah ben lui, il a eu... Il part. Je suppose que s'il part, c'est parce qu'il a senti... Il a des éléments. Non, mais par correction, il ne va pas me donner des éléments contre son président. Ouais. Je suis à Odyssey. Il part, il me dit que l'Odyssey l'intéresse. C'est lui qui décide de partir et c'est lui qui décide de demander à mon épouse, qui est directeur de l'Evantique, viens avec moi à Odyssey. Ah d'accord, donc c'est lui qui l'emmène. C'est lui qui l'emmène. Et il m'informe avant. Oui. Mon épouse, elle a beaucoup hésité. Ça pose un petit souci quand même. Alors, il a pris toutes les précautions là encore légales, mais c'est lui qui la sollicite parce qu'il y a un gros travail qui était commencé à l'informatique. Vous savez, ma femme, elle était à l'informatique. Elle était directrice adjointe de l'informatique du Conseil général. Oui. Donc c'est... Non, mais il n'y a pas de... C'est pour vous dire... Non, il n'y a pas d'interrogation sur ses compétences, etc. Voilà. Donc, c'est lui... Voilà. Comme lui... ça participe de cette volonté de vous mettre en difficulté de manière systématique, dans la corbeille, on trouve ça, et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on l'entend, d'indiquer que ce n'est pas vous qui avez exfiltré votre épouse, c'est l'ex-directeur du SMTVD pour des raisons techniques, qui est devenu directeur d'Odyssey. Il est parti. D'ailleurs, il était conscient. Il est parti. Mon épouse, dans un premier temps, a refusé pour éviter, etc. Ouais. Et puis finalement, quand elle a senti que là-bas, c'était pas terrible, écoutez-moi bien. Il ne faut pas qu'il... Ça fait beaucoup de gens qui sentent que là-bas, c'est pas bon. Hein. Non, mais elle n'a pas seulement senti. Hein. Elle l'a vu. Elle a porté plainte. Ah. Elle a porté plainte et ça n'a pas abouti. Le fait qu'elle ait porté plainte, ça m'a dit que c'est pas... Elle m'a donné des éléments. Ouais. Donc, elle est partie. Elle a porté plainte pour des raisons personnelles, pas sur les... Oui, bien évidemment. Non, mais très honnêtement, ce que j'ai appris après, j'avais des intuitions, mais je n'avais aucune information. D'accord. Même le directeur général, on a travaillé ensemble, il ne m'a jamais dit, mais il n'était pas en confiance. Bon. Alors moi, je me demande comment des gens qui ont été aussi près de ce que les Martiniquais appellent une vagabondagerie, de manière très triviale, mais bon, c'est un peu ça, ont pu passer
à côté de 80 millions d'euros. Alors, ce n'est pas moi qui avance le chiffre, hein, ce sont les autorités qui s'occupent du dossier de détournement de fonds publics. Hein. Vous savez, c'est dans les marchés publics, c'est la finance. Je n'étais pas dans cette partie-là. Moi, je m'occupais des déchets. À la CACEM, je m'occupais des déchets. Je n'étais pas dans la finance du SMD. Par contre, c'est peut-être l'occasion de dire quelque chose. Ayant senti que les choses n'étaient pas tout à fait claires, parce que je ne suis pas un débutant, j'ai alerté la CACEM. Et de la CACEM, réunissez les 3 directeurs pour avoir une vérité sur les finances. J'ai alerté le président à l'époque de Cap-Nord, c'était Moutieu, et Jeanne Larcher, je leur ai dit, écoutez, messieurs, réunissez les directeurs pour avoir une connaissance précise. La réunion a été enclenchée au Robert. Et je n'étais pas là, parce que je ne suis pas président, c'est une suggestion que j'ai faite. Et Jeanne Larcher est arrivé avec une armada. Et puis la réunion ne commence pas. On se dit, mais pourquoi? On a dit, ouais, c'est pas qui provoque la réunion, il n'est pas là. Oui. Et on m'appelle. J'ai dit, non, je ne vous demande pas. Je vous dis tout simplement qu'il faut que les 3 communautés d'agglo mettent le nez dans les finances. Donc faites une réunion générale pour demander au directeur. J'ai même demandé après qu'on organise une conférence des directeurs pour dire à la CACEM pourquoi vous ayez une connaissance précise. Mais j'ai proposé ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le directeur me dise, oui, il y a un truc qui n'est pas louche. Et j'ai dit aux 3 présidents, réunissez-vous, demandez des comptes. Et ils sont là, ils peuvent témoigner. Mais je n'avais aucune raison de provoquer ça. On a compris que c'était le début de la fin. Donc je n'avais pas, pour tout vous dire, que je n'avais pas donc en fait, vous êtes un peu à l'origine du début de la fin, on va dire ça comme ça. Et vous savez pourquoi? Cette fameuse réunion, tout le monde était au Robert, comme je n'étais pas là, la réunion ne s'est pas tenue. Pourquoi? Je dis, moi, je ne suis président ni de l'Espace ni de Cap-Nord. C'était à cause de vous. C'est moi qui ai provoqué. Comme vous n'étiez pas là, il n'y a rien eu. Voilà, personne ne voulait prendre... Mais il y a eu un début. Allons parler... je ne sais pas si mes réponses ont été claires, mais je crois qu'on serait... Non, pourquoi je dis que ce n'était pas autant? Pour le SMTV, je suis content que tu me poses la question. On m'avait déjà menacé. Ah oui, ta femme me dit, mais... Posez-moi la question par écrit, donnez-moi l'occasion de répondre. Là, c'est fait. Je suis content. Ça, c'est fait. Odyssey, c'est quoi cette histoire de 20 millions ou 22 millions d'euros qu'Odyssey aurait gardé et pas reversé à l'ODE? Alors, ça, c'est une sottise. Je vais vous dire pourquoi. Elle a été dénoncée par Dany Chomé lorsqu'il est devenu président d'Odyssey. Sur ce plateau. Mais non, il sait très bien que c'est faux. C'est faux? Ah, mais oui. Je vous dis la vérité. Odyssey était en situation de difficulté budgétaire et avait bien évidemment des dettes auprès de l'ODE, des dettes auprès de la SME. Parce que personnellement, j'avais refusé de payer la SME. Pourquoi? Quand on a... D'ailleurs, Yann Monplaisir est bien au courant. L'eau vient essentiellement de Saint-Joseph. Enfin, l'eau de la CACEM. L'eau de la CACEM vient essentiellement de Saint-Joseph. Sur la rivière Blanche. Quand le SIXM a été dissous et qu'on a réparti les compétences dans les 3 communautés d'agglo, alors que la CACEM avait financé tous les équipements du sud du SIXM, parce que c'était le Lamentin et Saint-Joseph qui constituaient l'essentiel des habitants. Vous savez ce que le préfet a décidé? On a tout donné au sud. Oui, tout à fait. 0. Et finalement, l'eau qui sort de Saint-Joseph, la SME, enfin l'espace sud, par l'intermédiaire de l'SME, nous volons 4 fois son prix de revient. Tout à fait. Le prix de revient de l'eau à Odyssey à l'époque était inférieur à 20 centimes le mètre cube. Le mètre cube. On nous demande de payer 80 centimes. Pendant 3-4 ans, j'ai refusé de payer. J'ai dit que politiquement, je ne peux pas payer. Donc ça, c'est la SME, l'ODE. Mais attendez, ça c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que les finances d'Odyssey, il y a eu un trou de 20 millions. Ça correspond exactement au trop payé de la SME. Exactement, regardez les chiffres. J'ai expliqué ça à Dany Chomé. Dany Chomé était au conseil d'administration d'Odyssey, il le sait parfaitement. Le gros trou d'Odyssey est essentiellement dû à ce problème. D'ailleurs, le problème n'est pas réglé. C'est l'occasion pour moi de dire que la CACEM a fait appel de cette mauvaise répartition des équipements. Il semblerait que vous ayez gagné. C'est allé jusqu'à la Cour administrative de Bordeaux qui a donné raison à la CACEM pour demander au préfet de revoir la répartition. Depuis fin 2003, on a demandé au préfet de revoir la répartition. Vous savez ce qui s'est passé? À la date d'aujourd'hui, il n'a pas revu. Il promet de revoir. Vous savez ce qu'il nous dit? Vous savez dans quel pays nous sommes? Le préfet nous dit, non, je vais vous donner ça en 2027, à la fin du contrat de l'SME, pour ne pas déstabiliser.
Yann Mauplaisir, que je salue aujourd'hui, il est monté au créneau. Il a eu des propos beaucoup plus durs que le mien. Ouais. Il même dit, nous, la descendant sur la préfecture. C'est inadmissible. Il a eu des propos très, très durs. Jusqu'à aujourd'hui, l'arbitrage n'a pas changé. Donc, autrement dit, Odyssey, je crois qu'ils ont recommencé à ne pas payer, parce que c'était du vol. Danny Chomé même a dit à un moment donné, c'est du vol. On vole Odyssey. Donc, c'est lui qui, pas moi qui ai utilisé. Et il a dit, c'est du vol. Alors, il ne peut pas dire que les 20 millions. Donc, quand on ne paye pas ODE, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est la phrase que j'attendais. Mais bon, oui. Mais vous leur devez quand même. Mais bien sûr. Bon, alors, allons parler un tout petit peu, très rapidement, du CHUM. Vous êtes président du conseil de surveillance pour encore quelques jours, mais vous y étiez pendant plusieurs années. Ouais. Il y a des dysfonctionnements. Alors, j'ai reçu quelques coups de fil. On me dit, bon, Eddy, demande à Paquite, c'est quoi cette histoire qu'on ne peut pas se garer? Pourquoi les gens ne répondent pas au téléphone? Bon, grosso modo, il y a des choses excellentes et puis il y a des choses qui le sont moins. Vous, quand vous étiez là, est-ce que vous avez tapé du poing sur la table sur ces questions-là ou vous dites, moi, ce n'est pas mon truc? Je n'ai pas été le seul à taper du poing sur la table. Oui, deux choses. Il y a les problèmes qui sont visibles, qui apparaissent, et j'aime bien aller à l'origine des problèmes, la cause des problèmes. Et toi qui connais bien la finance, ça ira très vite en 2-3 mots, j'ai eu un conseil de surveillance. On a fait toute une délégation des médecins, etc., à Paris, au ministère. Est-ce que tu peux considérer que le CHU, chaque année, a un déficit qui dépasse 100 millions? Je dis, je ne suis pas le seul à le dire, ça fait des années qu'on dit au gouvernement, le mode de financement du CHU n'est pas le bon. N'est pas le bon, qu'il faut le revoir. Donc, autrement dit, je ne mets pas la poussière sous le tapis. Il y a bien évidemment des choses à améliorer. J'ai fait faire une étude. Très court, parce qu'on a fini. J'ai fait faire une étude pour montrer quelle est la part des facteurs endogènes propres à l'entreprise et la part des facteurs exogènes qui sont à caractère politique. 30% d'amélioration. C'est nous-mêmes? C'est nous-mêmes. 70% le mode de financement. On va commencer peut-être par les 30%. Les 30%, il y a beaucoup, mais c'est ça dont les parlent les gens. Bon, et les gens, ils ont probablement raison. Yvo Paquite, merci d'avoir évité la langue de bois. J'étais un peu sceptique au départ, mais le résultat est quand même détonnant, on va dire ça comme ça. Je n'avais pas compris ça. C'était juste pour vous provoquer. On va en refaire une autre, parce qu'on n'a pas épuisé tous les sujets. Il y a beaucoup de sujets, notamment le CHU, c'est quand même un truc important. C'est la santé des Martiniquais. Et puis, bien évidemment, ceux que vous avez mis en cause ne vont pas manquer de vouloir répondre. On va les recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un personnage aujourd'hui un peu en recul de tout ça, donc vous êtes un personnage historique. Donc on va faire l'histoire de la politique en Martinique et merci de nous y aider. Alors j'aime pas le qualificatif d'historique, même s'il y a un vieux proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu dois aller, souviens-toi d'où tu viens ». Voilà. Donc l'histoire récente. Ah non, mais on parle de l'histoire contemporaine là. Contemporaine, hein. Et merci de nous avoir éclairés. Tout à fait. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour aller plus loin, notamment sur le chemin de la santé parce que c'est un problème très épineux. Et l'eau. On reviendra dessus, puisque ça impacte la vie quotidienne des Martiniquais. Merci de votre fidélité et nous, on vous dit à la semaine prochaine.